Bonjour, je m'appelle Louis Jacob, je suis interne de médecine physique et de réadaptation et je vais vous présenter aujourd'hui l'évaluation d'une déficience motrice à travers l'examen clinique et la démarche diagnostique. Les connaissances à acquérir incluent donc le principe d'évaluation, les échelles et les exemples d'une déficience motrice et également le principe d'évaluation, les échelles et les exemples d'une déficience articulaire. Ces connaissances sont abordées dans le troisième chapitre de la 7e édition du Collège de médecine physique et de réadaptation, chapitre qui correspond à l'item 118. Le bilan neuro-orthopédique joue un rôle important dans l'évaluation d'une déficience motrice et d'une déficience articulaire. Ce bilan permet, dans le cadre d'une lésion neurologique centrale ou périphérique, une analyse de la motricité volontaire, commande motrice et force, une analyse de la motricité involontaire, hypertonie et hypotonie, et enfin, une analyse des amplitudes articulaires. Une lésion du système nerveux central ou périphérique peut être associée à une atteinte de la motricité volontaire et ou une atteinte de la motricité euh, involontaire. Dans ce contexte, il est particulièrement important d'évaluer un groupe musculaire dans le cadre d'une lésion du système nerveux central et d'évaluer un muscle en particulier dans le cadre d'une lésion du système nerveux périphérique. La commande motrice volontaire est évaluée de manière manuelle par l'intermédiaire de l'échelle du Medical Research Council, ou MRC, échelle qui est cotée de 5 à 0, 5 correspondant à une force musculaire normale, 4 à un mouvement contre résistance, 3 à un mouvement contre la gravité, 2 à un mouvement dans le plan du lit sans gravité associée, 1 à une contraction musculaire sans mouvement et enfin 0 à l'absence totale de contraction musculaire. La commande motrice volontaire peut être également évaluée avec des instruments tels que le dynamomètre simple ou des outils plus complexes. Une lésion du système nerveux central peut être également associée à une contraction involontaire de certains groupes musculaires, comme par exemple la spasticité. La spasticité est une hypertonie musculaire fréquente qui appartient au syndrome pyramidal et qui correspond à une exagération vitesse dépendante d'un réflexe à l'étirement musculaire. Cette spasticité est associée à certaines déformations articulaires retrouvées notamment dans l'hémiplégie séquelaire d'un accident vasculaire cérébral. La spasticité est évaluée de manière manuelle par l'intermédiaire de l'échelle d'Ashworth modifiée qui va de 0 à 4. 0, pas d'augmentation du tonus musculaire. 1, augmentation discrète du tonus musculaire. 2, augmentation plus marquée du tonus musculaire. 3, augmentation importante du tonus musculaire. Et 4, articulation fixée en flexion, extension, abduction ou adduction. Il existe également d'autres troubles du tonus en plus de la spasticité, comme par exemple les spasmes et les dystonies. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'évaluation d'une déficience motrice implique également l'évaluation d'une éventuelle déficience articulaire associée. Et dans le cadre de cette évaluation de cette déficience articulaire, il est important de faire un bilan des amplitudes articulaires. Quelques rappels anatomiques. Il existe différents types d'articulations qui sont listés dans le tableau 3.2 présenté ici. Ces articulations ont plusieurs degrés de liberté possibles, en sachant que la seule qui a 3 degrés de liberté possible est l'articulation de type énarthrose. Deux ont 2 degrés de liberté possible, donc c'est l'articulation de type condylien ou de type toroïde. Et enfin, l'arthrodie, la trochlée et la trochoïde ont un seul degré de liberté. Les amplitudes articulaires sont consignées dans le dossier médical en suivant une convention internationale. Pour les articulations à 1 degré de liberté comme le genou, on note extension puis
flexion. S'il y a un récurvatum, c'est-à-dire un excès d'extension, alors on notera récurvatum, extension, flexion. Et s'il y a un flessum, c'est-à-dire euh, un déficit d'extension, on notera extension, flessum, flexion. Concernant les articulations à 2 degrés de liberté comme le poignet, on notera flexion, cette fois-ci extension, abduction et adduction. Et enfin, pour les articulations à 3 degrés de liberté comme la hanche, on notera flexion, extension, abduction, adduction et rotation externe, rotation interne. Alors, les amplitudes articulaires physiologiques de chaque articulation donc, font partie des connaissances de rang A à avoir. Je ne vais pas vous les présenter toutes car cela serait fastidieux. Par contre, je vais m'intéresser pour le membre supérieur à l'épaule et pour le membre inférieur à la hanche. Concernant l'épaule, donc l'épaule, c'est une articulation relativement complexe qui fait intervenir plusieurs types d'articulations. L'articulation gléno-humérale, l'articulation scapulo-thoracique, l'acromioclaviculaire et l'articulation sterno-costo-claviculaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les amplitudes globales de cette épaule, en fait, résultent de l'ensemble de ces articulations. C'est-à-dire qu'en antépulsion, on aura 160 à 180 degrés, on aura 40 à 50 degrés de rétropulsion, 160 à 180 degrés d'abduction, 20 à 40 degrés d'adduction et enfin 45 à 70 degrés de rotation externe et 30 à 50 degrés de rotation interne. Et ça, c'est en fait pour l'ensemble de l'épaule. Par contre, si on s'intéresse simplement à l'articulation gléno-humérale, qui est l'articulation la plus importante de l'épaule, eh ben, on aura des mobilités articulaires plus restreintes, c'est-à-dire qu'on aura 60 à 80 degrés d'antépulsion, 10 à 20 degrés de rétropulsion, 60 à 80 degrés d'abduction, 10 à 20 degrés d'adduction, 20 à 30 degrés de rotation externe et enfin 20 à 30 degrés de rotation interne. La question est la suivante, comment analyser de manière sélective l'articulation gléno-humérale seule? En fait, il faut bloquer la scapula lors de la mobilisation de l'épaule, c'est-à-dire qu'avec une main, vous allez donc empaumer le bras du patient et mobiliser l'épaule de manière passive, et avec l'autre main, vous allez bloquer la scapula, et donc vous allez, comme cela, analyser de manière sélective l'articulation gléno-humérale. Concernant le membre inférieur, ce qu'il faut retenir concernant la hanche, c'est que les mobilités de la hanche, en fait, sont fonction de la position du genou, car au niveau des muscles de la cuisse, notamment le quadriceps, le faisceau, le droit fémoral est un muscle biarticulaire, c'est-à-dire que la mobilisation au niveau du genou va avoir un retentissement au niveau de la hanche. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la flexion de hanche est plus importante, aux alentours de 120 degrés à 140 degrés, lorsque le genou est fléchi, et plus réduite à 90 degrés de flexion de hanche, notamment lorsque le genou est tendu. Donc, c'était tout ce que je voulais vous présenter concernant les amplitudes physiologiques de ces différentes articulations, mais les autres amplitudes physiologiques des autres articulations sont également à savoir et à connaître. Donc, je vous laisse les apprendre en autonomie, mais vous verrez que ça s'apprend relativement naturellement et au gré de vos examens cliniques, vous les mémoriserez de plus en plus aisément. Ces amplitudes articulaires se mesurent avec un goniomètre. En fait, un goniomètre, c'est une petite réglette qui est dépliable et qui est fort utile, notamment pour les médecins de médecine physique et de réadaptation ou les rhumatologues. Et donc, comme vous l'ai montré sur cette photo, le goniomètre, en fait, notamment pour le genou, si on prend cet exemple, on met le centre du goniomètre au niveau du genou. Le premier bras du gonomètre est dans l'axe
du fémur, le deuxième bras du gonomètre est dans l'axe de la jambe. Et comme ça, on obtient une amplitude articulaire et on va pouvoir analyser comme ça donc la position neutre, s'assurer qu'il n'y a pas d'orecturatum ou de flexum, et on va analyser également la flexion et l'extension. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ces articulations doivent être consignées dans le dossier médical du patient en suivant les conventions internationales. Maintenant que nous avons brièvement rappelé donc, les amplitudes physiologiques des articulations, nous allons pouvoir nous attarder un petit peu plus longuement sur la déficience articulaire. En fait, la déficience articulaire peut résulter de trois phénomènes distincts. Il peut s'agir d'une limitation d'amplitude articulaire d'origine algique, c'est une étiologie fréquente, et c'est par exemple notamment le signe de la SEG qui correspond à une flexion douloureuse de hanche lorsque le genou est en extension. Il peut également s'agir d'une limitation d'amplitude articulaire d'origine articulaire, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une limitation en rapport avec un élément articulaire, cartilage, os, capsule synoviale et ligaments. Et donc, cette limitation n'intéresse pas les éléments extra-articulaires, nerfs, muscles et tendons. Et cette limitation, et c'est important à retenir, est constante quelle que soit la position du patient. Et puis enfin, il y a les limitations d'amplitude articulaire d'origine extra-articulaire qui intéressent les éléments musculo-tendineux, et la limitation articulaire pourra être modifiée en fonction de la position du patient si le muscle concerné est bi-articulaire. C'est ce que je vous disais notamment pour la hanche et pour le genou. Il est notamment, par exemple, plus facile d'estendre le genou lorsque la hanche est en extension plutôt qu'en flexion à 90 degrés. Enfin, il est aussi également important d'évaluer donc la déficience motrice et la déficience articulaire au travers de la fonction. Et cette évaluation est particulièrement importante dans notre spécialité, dans la médecine physique et de réadaptation, car on s'intéresse donc aux éventuelles déficiences, mais également à leur retentissement sur le patient dans ses activités quotidiennes, et ça peut être notamment à la marche. Par exemple, si je reviens sur la hanche et le genou, il existe un indice, l'indice algo-fonctionnel modifié de Lequen, qui est une échelle composite et qui permet en fait de mesurer l'impact d'une coxarthrose et ou d'une gonarthrose sur la douleur et la fonction. Donc, il s'agit ici de mesurer l'impact d'une déficience à la fois qui peut être motrice et articulaire sur la douleur et la fonction. C'est une échelle qui est réalisable en 4 minutes, qui inclut 11 questions à propos donc de la douleur, de la gêne et du handicap. Et c'est un score qui va de 0 et qui correspond donc à une absence de douleur et de handicap à 24, donc à une douleur et à un handicap maximum. Donc voilà, on voit à travers l'utilisation d'échelles simples comment on peut appréhender dans une pathologie particulière, ici la gonarthrose ou la coxarthrose, l'impact d'une déficience, ici surtout articulaire plus que motrice, sur des aspects relativement simples de la vie quotidienne, comme la douleur, la gêne ou la fonction. Je vous remercie pour votre attention. Je me suis permis de lister en référence ici la 7e édition du Collège de médecine physique et de réadaptation, dans laquelle vous pourrez trouver l'ensemble des éléments que j'ai abordés aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.